van de bepalingen van het gerechtelijk wetboek over de tucht. Et je regarde les rapporteurs. Monsieur Boussetta va intervenir. Meneer Bogaerts ook, of niet? Nee. Seulement Monsieur Boussetta. Ik verwijs naar het uitstekende schriftelijke verslag, mevrouw. Dank u wel. La parole est au rapporteur. Votre micro, Monsieur Boussetta, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, à gauche, voilà. Voilà, c'est en ordre. Merci. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je vais faire un bref résumé oral du rapport qui vous a été distribué. Alors, la proposition de loi concernant la discipline des magistrats relève de la procédure bicamérale obligatoire. Elle a été déposée au Sénat le 7 juin 2011 par M. Delperret et consorts. Elle a été prise en considération le 9 juin 2011 et envoyée à la Commission de la Justice. Elle a fait l'objet d'un long et patient travail au sein de la Commission, qu'il a examiné lors de différentes réunions, un grand nombre de réunions, en présence de Madame la Ministre de la Justice, Madame Turtelbaum. Alors, dans son exposé introductif, l'auteur principal, M. Delperret, a souligné que la proposition à l'examen s'inscrit dans le prolongement des travaux du groupe Atomium. Ce groupe s'était préoccupé de recomposer le paysage judiciaire en vue de donner à la justice une plus grande efficacité. Dans la foulée de cette réflexion générale, la question de la discipline des magistrats et du personnel judiciaire a été abordée. M. Delperret a également rappelé que le droit disciplinaire est un ensemble de règles juridiques qui visent à maintenir l'ordre dans un groupe déterminé de personnes et cela appelle un certain nombre de commentaires, a-t-il souligné. Le premier est que la discipline est un ensemble de règles juridiques, c'est du droit et non pas de la morale professionnelle. Il a insisté sur la distinction à opérer entre discipline et déontologie. La proposition de loi à examen choisit une voie juridique qui consiste à modifier les dispositions du Code judiciaire sur ce point. Les règles juridiques visent à maintenir l'ordre d'un milieu professionnel déterminé, en l'occurrence celui des magistrats. L'auteur considère qu'il y a un point commun à l'ensemble des interventions disciplinaires, notamment dans d'autres professions où c'est souvent le corps qui fait sa propre discipline. Or, dans le domaine de la justice, ce n'est pas sans soulever des difficultés particulières, et notamment eu égard à la distinction entre les magistrats assis et les magistrats debout. Il faut également s'interroger sur l'utilité d'associer au jugement des affaires disciplinaires des personnes qui ne relèvent pas de ce pouvoir constitutionnel, par exemple des avocats, des simples citoyens. L'auteur rappelle encore que la particularité de l'ordre judiciaire, qu'il est amené à chaque jour à rendre la justice civile, pénale, commerciale, sociale, etc., et la justice disciplinaire doit transcender ces distinctions. Elle ne doit pas épouser les localisations géographiques des tribunaux de première instance ou des cours d'appel. C'est la raison pour laquelle il est proposé de créer 2 tribunaux disciplinaires de première instance et 2 tribunaux d'appel. De cette manière, le rôle central que le Code judiciaire attribue au chef de corps peut s'en trouver en quelque sorte diminué, puisqu'une distance suffisante est établie entre la personne mise en cause, le chef de corps, l'organe d'instruction et la juridiction disciplinaire. Enfin, M. Delperret, auteur principal, souligne que la dépendance de la juridiction disciplinaire, tout en préservant l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, les tribunaux disciplinaires sont créés au sein de l'ordre judiciaire, mais ne sont pas intégrés dans l'organigramme des tribunaux existants. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi nécessitera une révision de certaines dispositions constitutionnelles relatives au pouvoir judiciaire. M. Delperret rappelle que certains auraient souhaité confier la fonction disciplinaire au Conseil supérieur de la justice. L'article 151 du Code judiciaire qui organise le Conseil supérieur de la justice exclut cependant cette possibilité, souligne-t-il. Les missions du Conseil supérieur relèvent du contrôle externe et ne peuvent porter sur le rôle du magistrat pris individuellement. Il rappelle enfin que le droit disciplinaire est un droit répressif à l'instar du droit pénal. Le droit disciplinaire doit dès lors rencontrer les questions classiques du droit répressif. L'identification des infractions, l'échelle des sanctions, les règles de procédure, en particulier aménager des voies de recours contre les sanctions. Donc voilà la proposition de loi qui a été soumise et qui visait à rencontrer ces différentes préoccupations. Alors, au cours de ces travaux, la Commission a procédé à une discussion générale à l'issue de laquelle il est très rapidement apparu qu'il y avait une volonté de la Commission de procéder à des auditions d'acteurs externes. La Commission a ainsi entendu des professeurs d'université, des représentants du Conseil consultatif de la magistrature, du Conseil supérieur de la justice, des représentants de la magistrature assise et debout, la Fédération des greffiers, etc. Ces auditions ont permis de mesurer que cette proposition de modernisation du droit disciplinaire, qui consiste à juridictionnaliser le droit disciplinaire, rencontrait une attente et un accueil favorable. Elles ont aussi permis de procéder à un large échange de vues sur les thèmes suivants.
Premièrement, la question de la composition du tribunal disciplinaire a été discutée. Est-ce qu'il faut le composer uniquement de magistrats ou de manière mixte? Sa localisation dans le paysage judiciaire, sa permanence ou non, les modes de saisine du tribunal disciplinaire, la compétence de l'autorité qui initie les poursuites, de celle qui instruit le dossier disciplinaire et de celle qui sanctionne, l'organisation de la procédure et les délais qui y sont afférents, l'échelle et la nature des peines. Il y a une discussion importante sur la proposition initiale qui contenait la mutation comme sanction disciplinaire. Cela a été longuement discuté. Une distinction a également été soulignée à maintes reprises au cours de la discussion entre l'évaluation et la discipline d'une part, la discipline et la déontologie, le droit disciplinaire et le droit pénal. Tout cela a été largement débattu et à l'issue de ces auditions, la Commission a néanmoins souhaité recueillir l'avis du Conseil d'État sur base du texte de la proposition initiale ainsi que sur les amendements 1 à 40. L'avis du Conseil d'État a été rendu le 22 mai et le 5 juin 2012. Alors, discussion des articles a été l'occasion du dépôt d'une nouvelle série importante d'amendements et de nouveaux débats à propos desquels il est difficile de rendre justice à tous les intervenants. Donc je vais essayer de me limiter à une petite synthèse. Au cours de la discussion des articles, les points suivants ont fait l'objet d'une attention particulière. Tout d'abord, un consensus sur l'idée fondamentale de cette proposition de loi de créer 2 tribunaux disciplinaires, un de langue française, un de langue néerlandaise, non permanents, comprenant chacun une instance d'appel. Ensuite, il y a eu des débats plus précis sur l'interprétation de l'article 151 de la Constitution et le rôle éventuel que certains auraient souhaité voir joué par le Conseil supérieur de la justice dans la procédure disciplinaire. Nous avons également eu des discussions sur la clarification de la procédure de désignation des candidats par les assemblées générales. Sur la distinction entre évaluation et discipline, management et discipline, la question a longuement été débattue de savoir si 2 évaluations négatives devaient par exemple conduire à l'ouverture d'une procédure disciplinaire telle que c'était évoqué par le texte initial. Nous avons également discuté de la question de l'effacement des peines qui sont réglées aujourd'hui à l'article 32 de la proposition. Nous avons également eu une discussion importante sur la question de la saisine du tribunal sur base d'un pouvoir d'injonction du ministre de la Justice, qui a été débattu pour être finalement tranché dans le sens de la prudence, prudence dans le sens de l'équilibre et la collaboration entre les pouvoirs. Le pouvoir d'injonction sera désormais encadré par des délais liés à l'éventuelle inaction de l'autorité disciplinaire et il sera exercé par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près de la Cour de cassation selon que la procédure disciplinaire concerne un magistrat du siège ou du parquet. Il a également été question de la publicité du prononcé des jugements disciplinaires et la possibilité de prévoir le huis clos pour les audiences. Le texte proposé prévoit que le huis clos pourra être demandé au tribunal qui estimera si le huis clos s'impose pour tout ou partie de la procédure et si cela ne s'oppose pas à l'intérêt général et au principe d'une bonne administration de la justice. Voilà, chers collègues, le contenu de la proposition qui vous est soumise. L'ensemble de cette proposition a été amendé et adopté par 7 voix et 2 abstentions. Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des membres présents et pour le surplus, je vous renvoie, chers collègues, au rapport écrit.